Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Isabelle. Bonjour Bart, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Très bien, très bien. Eh bien, écoute, bienvenue à Séoul Connect. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu présente. Donc, oui, j'ai vu que ça fait pas très très longtemps, hein, toi, que tu es en Corée du Sud, mais tu es déjà très intégré dans la communauté, en tout cas la communauté francophone. Est-ce qu'on peut commencer par, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc oui, effectivement, moi je suis en Corée depuis seulement 2 ans. Mais en fait, dans ma vie antérieure, notamment sur Paris, on y reviendra peut-être plus, mais j'avais déjà des contacts en Corée. Donc dans le cadre de mon travail, j'avais déjà beaucoup de connaissances de la Corée. J'étais venue plusieurs fois. Et donc c'est aussi pour ça que ma connaissance de l'écosystème en Corée, en tout cas, ne remonte pas seulement à 2 ans. D'accord, Voilà. d'accord, ben, on reviendra là-dessus alors effectivement. Qu'est-ce que tu fais donc en Corée en ce moment? Donc moi, en ce moment, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Asiance, dans laquelle je suis en charge des activités d'Open Innovation. Et je suis également la vice-présidente de la communauté French Tech sur Séoul. D'accord. Donc, Asian, c'est une agence de marketing digital, c'est ça? C'est ça, c'est un peu plus qu'une agence de marketing digital. Donc, juste pour expliquer un peu ce que c'est, Asiance, c'est une entreprise qui a été fondée en Corée il y a 16 ans, quelque chose comme ça, par 2 Français et une Coréenne, dans le but d'aider les grandes marques plutôt étrangères à se développer sur le marché coréen, dans tout le domaine du digital, notamment digital marketing. Donc, c'est voilà, des campagnes en ligne, c'est des campagnes influenceurs, c'est créer des sites internet de e-commerce, tout ça, tout ça. Mais du coup, également une partie un peu plus consulting, market research et du coup, open innovation. Alors, c'est quoi l'open innovation? L'open innovation, qu'est-ce que c'est? C'est une très grande question. L'idée de l'open innovation, c'est que c'est l'inverse de ce qu'on appelle la close innovation, c'est-à-dire ce qu'on avait fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que, par exemple, un grand groupe, enfin une entreprise, cherche en interne à faire de l'innovation, à chercher des nouvelles façons de faire. Et cherche en interne et fait en interne tout. Et l'open innovation, c'est l'inverse, c'est essayer d'arrêter de tout faire en interne, d'aller chercher des choses que d'autres personnes font ailleurs, de les ramener à l'intérieur de son entreprise, et dans l'autre sens, des choses qu'on peut avoir découvertes à l'intérieur de son entreprise par des sujets de R&D par exemple, recherche et développement pour R&D. Et du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans les priorités de l'entreprise à développer, mais du coup, en fait, on peut aussi l'amener à l'extérieur, que quelqu'un d'autre l'utilise. Et c'est ce qu'on appelle l'open innovation, c'est dans les deux sens. D'accord. Je ne Donc, sais pas toi, si c'est clair. disons que j'arrive à comprendre le concept, mais est-ce que tu t'occupes de l'open innovation d'Asiance, c'est-à-dire justement faire aboutir cette vision Ah, extérieure, ou est-ce que tu t'occupes de l'open innovation pour des clients d'Asiance? non, c'est plutôt s'occuper de l'open innovation pour des clients. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des grandes marques étrangères qui, dans notamment les domaines de marketing digital, marketing en ligne, solutions en ligne, aimeraient faire des choses autrement, faire les choses mieux, avoir des nouvelles solutions. Et donc, du coup, nous, on va aller chercher des nouvelles solutions et les apporter à ces entreprises. Et donc, c'est là que viennent des mots comme start-up ou nouvelles solutions et nouvelles technologies. Et donc, c'est là qu'on va chercher ces solutions techniques
pour pouvoir les proposer à des grands groupes qu'eux puissent utiliser et améliorer ce qu'ils font globalement. Concrètement, ils vont te dire, moi, faire du Facebook Ads, du Google Ads, du influencer marketing, ça m'intéresse, mais c'est pas suffisant. Je voudrais trouver des choses un peu plus nouvelles, c'est ça? Ben, c'est soit je trouvais des nouvelles façons de faire, soit c'est trouver des façons d'améliorer ce qu'ils font déjà. D'accord. Donc, par exemple, on va trouver des solutions qui permettent d'avoir que tes pubs sur Facebook soient mieux vues ou que tu perdes moins de temps en interne à gérer toute ta campagne marketing. Ou ça peut être essayer, enfin voilà, on a des clients qui sont par exemple dans le luxe, qui sont venus nous voir et qui peuvent avoir des problèmes de contrefaçon et ce genre de choses. Et donc nous, on a des solutions par notre réseau, par mon réseau, par celui des fondateurs, par ce qu'on cherche. Et en fonction des différents besoins, on va proposer ce type de solution à des grands groupes. Des solutions donc, qui sont proposées par des startups et que vous allez dénicher sur le marché local ou, C'est ça. Ça peut être le marché local, ça peut être le marché global, pardon, dans les deux sens. D'accord. Et les clients, eux, sont plutôt des clients d'ici ou des clients d'un peu partout? Les clients, c'est notre base de clients à nous. Et dans le cas d'Asiance, on est plutôt sur des entreprises étrangères, enfin pas des entreprises coréennes. On va être sur des entreprises américaines, des entreprises françaises, européennes, etc. Qui ont un bureau à Séoul et qui communiquent de là ou pas? Pour la plupart qui ont un bureau à Séoul, oui. En tout cas, ceux qui sont dans une démarche d'open innovation, c'est des entreprises qui ont déjà une empreinte en Corée et qui donc peuvent passer à autre chose. Les entreprises on a beaucoup de clients qui n'ont pas encore ouvert en Corée ou ce genre de choses qu'on accompagne. Mais bon, ceux-là, ils viennent nous voir pour des choses un peu plus classiques, on va dire. Et la partie open innovation peut venir plutôt après. D'accord, donc on commence par le marketing digital classique et ensuite, une fois qu'on a déjà un petit peu essayé tous les canaux, on s'essaye à l'open innovation, c'est ça? On peut le penser comme ça, oui. Non, mais c'est une question ouverte. Ça peut se faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire se lancer directement dans l'open innovation. L'open innovation, c'est un domaine qui est très grand. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dedans. Mais oui, effectivement, on peut aussi avoir des entreprises qui, en fait, à la base, ne cherchent pas forcément de marketing digital en tant que tel, mais juste chercher des solutions innovantes en Corée. D'accord, des solutions à une problématique donnée. Elles arrivent avec Voilà, une problématique pour laquelle elles recherchent des solutions en Corée. c'est ça. D'accord, très bien. Comment est-ce que tu as trouvé ce job? Grâce à la French Tech. Donc, en fait, moi, j'ai rejoint la French Tech en tant que community coordinateur en 2019, donc dès que je suis arrivée en Corée. Et en fait, il s'avérait que la présidente de la French Tech à l'époque est actuelle, la cofondatrice d'Asiance. Donc, on a travaillé ensemble sur la French Tech pendant à peu près un an. Et c'était des réflexions, toute la partie open innovation et ce nouveau type de service chez Agence, c'était quelque chose qui était en réflexion pendant pas mal de temps. Et on en a aussi discuté beaucoup. Et au final, j'ai rejoint l'entreprise sur ces sujets au bout d'un an. Voilà. D'accord. Donc, à côté de ça, effectivement, tu étais à la French Tech, donc récemment nommée vice-présidente, c'est ça? Exactement. Peut-être que je t'explique un peu plus ce que c'est la French Tech, j'imagine. Personnellement, non, mais effectivement, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que la French Tech. Donc, du coup, la French Tech, qu'est-ce que c'est? La French Tech, c'est le surnom, on va dire, c'est une marque qui désigne l'ensemble de l'écosystème start-up français, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est une marque qui, en fait, a été créée par le gouvernement français en 2013. Et sous cette marque, l'idée est de regrouper toutes les initiatives et les écosystèmes, les événements, etc., qui ont un lien avec l'écosystème start-up et innovation de la France. Et donc, c'est un objectif de branding, on va dire,
pour montrer tout ce qui se passe et à quel point il y a des choses qui se passent très bien en France. Et donc, la communauté French Tech à Séoul fait partie des 100 communautés étrangères de la French Tech, c'est-à-dire des communautés qui ne sont pas en France et qui regroupent des entrepreneurs, des fondateurs de start-up, des grands groupes, des étudiants, des investisseurs, voilà, toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées par le sujet de l'innovation et des start-up entre la France et la Corée. Et donc, on est un groupe de volontaires. Voilà, on a juste un groupe de personnes qui ont décidé de donner un peu plus de leur temps pour structurer tout ça. Et donc, moi, ça fait 2 ans que j'ai rejoint la French Tech et je suis maintenant vice-présidente. D'accord. Concrètement, la French Tech à Séoul, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle organise? Alors, on organise beaucoup de... Enfin, le but de la French Tech, c'est vraiment la création de réseaux. C'est de permettre à n'importe qui est intéressé par l'écosystème innovation en France et en Corée de se retrouver et de grandir ensemble. On a une toute première mission qui est évidemment d'aider les startups françaises à se développer en Corée. Mais ensuite, au-delà de ça, l'idée, c'est de faciliter la connexion, l'échange d'informations, etc. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'événements. Avant le Covid, on les faisait beaucoup en vrai. Maintenant, on fait beaucoup d'événements en ligne. On a un système de membership. Et donc, pour nos membres, on a des éléments de communication type Slack ou groupe Cacao sur lesquels chacun peut se retrouver et discuter directement ensemble. Et on a plusieurs initiatives qui sont menées soit par nos membres directement, soit par des membres du board, histoire d'aider un peu tout le monde. Voilà, on est dans une communauté très ouverte. On accepte tout le monde à condition qu'il y ait cette volonté et cet intérêt pour l'écosystème startup. Donc, on a des Français, mais on a aussi beaucoup de Coréens et aussi même des gens d'autres nationalités qui nous rejoignent et qui veulent donner de leur temps, de leur expertise, trouver des informations, en donner. Voilà. Oui, donc l'inscription des membres est ouverte à tout le monde, hein, gratuite. Oui, tout à fait. Et ensuite, on peut participer aux événements qui, en général, se font en anglais. Oui. Après, on n'a pas besoin d'être membre pour participer aux événements. Être membre, ça donne plutôt accès, ça facilite plutôt l'accès aux autres membres. Tous nos événements sont ouverts à qui veut venir, c'est tout en anglais, effectivement. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'une fois qu'on est membre, on a un accès plus facilité à l'ensemble des membres. Nous, on peut communiquer plus facilement sur ce que vous faites. C'est plus simple pour vous de créer des projets ou d'être mis en avant au sein de la communauté. Voilà, c'est plutôt ça. Mais sinon, voilà, nos événements et la plupart des choses qu'on fait sont accessibles assez largement. D'accord. On dit rarement non. Ouais. C'est quoi la plateforme principale? Donc, si par exemple quelqu'un qui écouterait et qui voudrait devenir membre aujourd'hui de la French Tech. Bon, ce serait notre site internet ou alors notre page LinkedIn. Voilà. Donc, French Tech sur Google, on trouve le site web ou la page LinkedIn. Voilà. lafrenchtechseoul.com. Vous devriez réussir à nous trouver. Voilà. Point intéressant d'ailleurs, tu as dit French Tech Séoul, donc est-ce qu'il y a une French Tech Busan? Est-ce que vous couvrez toute la Corée? Comment ça se passe? Ah, alors non. En fait, les labellisations des French Tech, c'est quelque chose qui est officiel. C'est-à-dire que nous, on est officiellement reconnus par le gouvernement français. Mais comme certains pays, notamment, je ne sais pas, les États-Unis ou la Russie ou la Chine, ils n'ont pas fait une French Tech communauté Chine parce que c'est tellement gros. Donc, en fait, tu as une French Tech communauté Hong Kong, une French Tech communauté Beijing, une French Tech communauté Shanghai. Oui. Et donc, en fait, l'idée, ça a été de labelliser plutôt des villes. Mais dans des pays comme la Corée, en fait, il y a une seule French Tech. Donc, on est labellisé French Tech Séoul. Et bon, on fait beaucoup de choses sur Séoul. Mais en soi, on n'est pas limité à Séoul. Voilà, ça couvre toute la Corée. Ça couvre toute la Corée. Et, l'écosystème, justement, l'écosystème tech en Corée, notamment l'écosystème francophone, il est grand comment à peu près? Ça dépend ce qu'on entend par écosystème tech. Si on sépare l'écosystème
tech innovation et qu'on prend en compte l'ensemble des grands groupes français industriels qui sont présents, on est assez gros. Si on prend en compte simplement les startups et les startups françaises implantées en Corée, on est beaucoup plus petit. Mais en soi, l'écosystème tech comme lequel nous, on l'entend, c'est-à-dire n'importe qui peut être intéressé par le domaine de la tech et de l'innovation, depuis 1 an, où on a vraiment travaillé, ouvert les inscriptions et fait un peu plus, disons, parler de nous, on a plus de 250 membres. On a plus de 50 entreprises qui nous ont rejoints et je dirais que globalement, on a à peu près 2000 followers. Je pense qu'on n'a pas encore touché l'ensemble de la tech, de l'écosystème tech français, mais on n'est pas très loin, je pense. Donc, tu dis 250 membres et 50 entreprises, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 membres qui sont inscrits en individuel, c'est ça? Et 50 qui sont en entreprise, c'est correct? Oui, on peut dire ça comme ça, mais disons que nous, on compte une personne s'inscrit et inscrit son entreprise. Donc, en fait, on a des inscriptions doubles. Donc, 250 personnes et 50 entreprises. C'est plutôt comme ça qu'il faut le penser. D'accord. OK. Voilà. D'accord. En termes de start-up, des start-up fondées ou cofondées par des Français, combien est-ce qu'il y en a à Séoul, tu sais? C'est pas si simple de mettre un nombre dessus, sachant qu'on a 2 typologies. On a les startups qui ont été fondées en Corée par des expatriés français. Donc, c'est des entreprises coréennes qui ont été fondées par des Français. Voilà. Et on a des entreprises qui ont été fondées en France par des Français et qui ensuite se développent en Corée. Donc, on a les 2 typologies. Sur la première, nous, on est dans un cadre assez spécifique, c'est-à-dire qu'on parle de start-up. Donc, je ne vais pas prendre en compte tous les entrepreneurs français. Non, vraiment, oui, Parce vraiment des qu'ils start-up sont au un peu sens, plus. voilà, Je dirais une trentaine. On n'est pas énorme, hein. c'est beaucoup plus que ce que je m'attendais. C'est un chiffre beaucoup plus gros à ce à quoi je m'attendais. Donc, On n'a pas touché tout le monde, mais oui, globalement. et, en start-up français, tu as des exemples de start-up françaises qui se sont lancées ici en Corée ou qui ont ouvert un bureau? On en a. Là, pour le coup, c'est un peu plus simple parce qu'ils sont à peu près tous dans notre réseau. Oui. On a NR2, on a Haribal, on a Regulaxis pour les dernières qui sont arrivées chez nous, par exemple. Donc ça a été créé en France et ils ont ouvert ici un bureau ensuite C'est en ça. Corée. Ils ont tous ouvert un bureau en Corée à peu près l'année dernière. D'accord. En termes de start-up un peu plus connues, je m'excuse pour ces là c'est pas du tout discriminant, mais je veux dire, je pense, je sais pas moi, Blablacar, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'ils sont qu'en Europe, mais est-ce qu'il y a des startups très connues en France qui ont ouvert des bureaux en Corée? Pas encore. Ça arrive doucement. Après, si on peut parler, par exemple, je sais que Sigfox, par exemple, a déjà fait pas mal de projets en Corée. Je ne suis pas sûre qu'ils aient un bureau, mais je sais qu'ils ont beaucoup travaillé avec la Corée. Donc je ne sais pas si c'est plus connu du grand public, mais en tout Si, cas. clairement, si, quand même. Mais c'est pas non plus la même taille, euh, c'est pas non plus la même taille d'entreprise, je pense aussi. c'est pas non plus la même taille. Mais voilà, Ouais. en fait l'idée, c'est que sur les très grosses entreprises qu'on appelle licornes, enfin bref, les grosses scale-up françaises, on n'en a pas tant que ça encore en Corée. Mais l'attrait des Français, et notamment des startups françaises pour se développer en Corée est assez récent. D'accord, il est dû Ça à quoi? fait... la Corée n'est pas si connue que ça en France, notamment sur l'aspect innovation et tech. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur la Corée il y a à peu près 5 ans, un peu plus. Et à l'époque, on était quasiment les seuls à travailler avec la Corée. Et j'ai vu j'ai vu de plus en plus d'attrait au fur et à mesure des années. Et donc ça, voilà, ça arrive doucement.
Il y a de plus en plus d'interactions. Puis le fait qu'en plus, on ait certains fonds d'investissement français qui décident de se tourner vers la Corée ou d'ouvrir des bureaux ici, bon, bah forcément, ça aide. Mais voilà, je dirais qu'on commence à avoir vraiment des implantations de petites à moyennes startups et même d'un peu plus grosses seulement sur les 2 ou 5 dernières années. On est vraiment dans une phase où la Corée se fait connaître. Et donc maintenant, on a beaucoup plus de demandes. On a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par ce qui se passe ici qu'on ne l'avait avant. D'accord. Et toi, tu as une idée justement du décalage entre cette Corée qui effectivement a une image très technologique, un des premiers pays à lancer la 5G, et qui effectivement n'apparaît, j'ai envie de dire jamais, mais tu vas me contredire si j'ai tort, apparaît jamais dans les top scènes start-up, écosystèmes start-up mondiaux. Hum, on avance doucement. Mais oui, effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire. L'écosystème, en fait, l'écosystème d'innovation, l'innovation ici est très connue. La Corée est dans le premier pays en termes d'innovation dans les derniers classements sur les 20 dernières années. Donc en termes d'innovation, c'est-à-dire de brevets déposés, etc., c'est quand même très connu. Mais tout ça, ça a été par les grands groupes coréens. C'est les Samsung, c'est les LG, c'est ce genre de choses en fait, qui sont très connus. Mais la scène startup en tant que telle est encore assez récente et en pleine structuration. Et c'est à la base l'esprit d'entrepreneuriat est beaucoup moins développé qu'en France ou en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Et donc, il y a eu un très grand mouvement de la part du gouvernement qui a senti qu'il fallait vraiment se lancer dans cet esprit d'innovation, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de start-up pour faire avancer l'ensemble du pays. Mais ça, c'est des initiatives qui datent, oui, de 10 ans, 10-15 ans peut-être. Et ils ont mis beaucoup d'initiatives en place pour que dire en Corée, voilà, je suis entrepreneur, je suis en train de monter ma startup, devienne quelque chose d'un peu plus mainstream, on va dire. Enfin, voilà, un peu plus, pas forcément à la mode encore, comme ça peut l'être en France. En France, c'est très mode de dire qu'on est entrepreneur et qu'on monte sa startup. Mais en Corée, c'est vraiment pas du tout le cas encore. Voilà, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, en Corée, un jeune diplômé brillant, il vaut mieux qu'il intègre Samsung, LG, Hyundai, etc., plutôt qu'il commence à monter une start-up. Ça sera très mal vu par son entourage. Tu confirmes? C'était le Que cas. c'est l'image, que c'est Maintenant, un l'image. peu, voilà, de moins en moins, et on tend de plus en plus vers cet aspect-là, mais effectivement, c'était ce qui était en France, voilà, il y a un moment donné, il y a quelques années déjà, se dire, voilà, je ne vais pas chez un grand groupe, mais je vais monter mon entreprise. En sortant directement des études, c'était très compliqué, c'était quand même pas forcément très, très bien vu. Oui, Mais maintenant, toutes les universités, toutes les écoles de business ont leur programme d'entrepreneuriat. C'est poussé, c'est accompagné, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Ici, ça arrive. De plus en plus, les grandes universités ont leurs propres incubateurs, accélérateurs et programmes d'entrepreneuriat. Donc, la Corée est encore un peu en retard sur, par exemple, la France, dont on peut avoir l'habitude, mais apprend beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur, voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, et met en place de nombreuses initiatives pour que d'ici, je ne sais pas, dans les 10 prochaines années, par exemple, on soit un peu plus gros et un peu plus reconnu. d'accord. Et justement, une autre particularité de la Corée, qui ferait d'ailleurs pas dire d'envie les Français, c'est que c'est un pays qui résiste énormément à Google, à Facebook, à Amazon, à Uber, etc. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que du coup, et ça c'est une impression, mais justement, tu vas me donner ton opinion, c'est que ça fait peur. C'est-à-dire que si Google, Amazon ou Uber n'arrivent pas à percer en Corée, est-ce que moi, petite start-up, je vais y arriver? Oui. C'est pas tant que Google et Amazon n'arrivent pas en Corée.
c'est qu'en fait, les solutions coréennes se sont développées avant que Google et Amazon tentent de percer ici et ont beaucoup plus de succès. On va dire ça comme ça. Et surtout que les solutions, en fait, les solutions qui sont locales, et ce qui fait qu'on marche bien en Corée, c'est qu'on a réussi à comprendre qui sont les Coréens et leurs attentes. Et donc forcément, si on a une solution locale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire que quand on arrive de l'extérieur et qu'on ne connaît pas du tout la Corée, qu'on ne parle pas coréen et qu'on ne sait pas ce qui se passe ici. Mais oui, effectivement, on pourrait se poser la question, mais mon opinion, c'est que non, c'est pas tant un problème que ça. C'est pas si fermé que ça, en fait, en termes d'écosystème. C'est surmontable, hein. D'accord. C'est surmontable. Il faut s'y habituer, il faut savoir, il faut chercher. Forcément, peut-être un peu plus. Oui, voilà, il faut savoir que si tu veux faire parler de ton produit, bah, faut pas chercher à en faire parler sur Google. Ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, Il faut si, ça s'adapter sert aux à quelque chose, mais réseaux, oui, il faut s'adapter aux voilà, réseaux sociaux locaux. vaut mieux aller chercher sur Naver ou sur Kakao ou sur ce genre de choses. D'accord. Donc, quelqu'un qui voudrait venir s'installer, créer une start-up ici en Corée, c'est facile, il y a des supports du gouvernement, il y a des facilités de visa, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Hum, je vais faire une réponse en oubliant qu'on est en période de Covid. Oui, oui, bien sûr, hein, hors période de Covid, mais ça, c'est vrai partout. Oui, bien sûr. Hors période de Covid. Si on arrive à trouver les bons réseaux, ça peut être assez facile. Donc, la Corée a notamment, voilà, nous, on a plusieurs entreprises qui ont réussi à monter des bureaux en France en passant par un programme du gouvernement qui s'appelle K-Startup Current Challenge, Mhm. qui en fait est un programme où le gouvernement coréen appelle des startups étrangères à venir s'installer en France. En Corée, par exemple. Pardon. Et donc, les startups qui sont sélectionnées par ce programme vont être accompagnées pendant environ 3 mois en Corée. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir le fait d'être sélectionnés par ce programme donne des facilités en termes de visa et des facilités en termes de création de structure. Parce qu'en fait, toute la partie administrative est accompagnée directement par le gouvernement. Voilà, moi, on a des exemples d'entrepreneurs. Et puis après, s'il y a certains qui sont intéressés, venez voir le réseau, discuter avec les entrepreneurs qui ont réussi à s'installer ici pour pouvoir découvrir comment ils ont fait ça. Oui, Mais voilà, d'accord. globalement, ça peut être assez simple si on est bien accompagné. C'est recommandé donc de faire partie d'un de ces programmes quand même, d'accompagnement tel celui que tu viens de décrire. C'est toujours plus simple. C'est facilité, on a un accès direct, des contacts, donc c'est toujours plus simple. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible autrement. D'accord. Très bien. Si on remonte un petit peu en arrière, tu viens d'où? Tu viens de quelle région? Je viens de la région parisienne, de banlieue sud. Du sud de Paris, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené en Corée? Donc, comme je le disais, donc, moi, quand j'étais sur Paris, j'ai travaillé pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, dans un accélérateur parisien. Et dans cet accélérateur, l'une de mes missions, c'était notamment tout ce qui avait trait aux partenariats internationaux. Et j'ai beaucoup travaillé avec la Corée du Sud. J'y suis venue plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de contacts ici. Et en fait, comme on était l'un des seuls accélérateurs parisiens à faire des choses avec la Corée, on a été très vite vu et très vite reconnu. Et on avait une place assez, je dirais, assez exceptionnelle à ce moment-là. Et on a eu la chance de faire beaucoup de projets avec le gouvernement ou avec l'ambassade de Corée en France, etc. Et au fur et à mesure de mes voyages, au fur et à mesure de mes discussions, j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose à apporter ici, en termes de connaissances, en termes, voilà, aider les startups coréennes à se développer à l'étranger, aider à structurer un peu ce qui se faisait ici. Que ce que j'avais appris en France pouvait être vraiment utile ici. Et j'ai fini par partir. J'ai fini par partir avec juste mes valises.
et un working, un PVT. Donc, tu as Advienne démissionné, que en fait. pourra. Tu as Voilà. démissionné de ton job en France, c'est ça? Pour partir en PVT. Oui, j'ai démissionné pour beaucoup de raisons, mais en partie pour ça. Et j'ai décidé de partir en Corée pour voir ce qui pouvait s'ouvrir à moi, et d'avoir déjà une première expérience à l'international. Et il s'est avéré que j'ai travaillé très, très rapidement pour un projet d'accélérateur coréen qui voulait aider les startups coréennes à se développer en France et à l'international. J'ai rejoint la French Tech aussi très rapidement. Et donc voilà, donc j'ai tout de suite vu en fait les opportunités que je voyais de loin depuis la France. En fait, dès que j'ai posé les pieds ici, je me suis retrouvée en plein dedans. D'accord. Et justement, est-ce que pendant tes expériences, que ce soit en France ou en Corée, il y a des startups coréennes qui ont pénétré le marché français ou européen? Il y en a quelques-unes, oui. Moi, j'avais accompagné certaines entreprises coréennes à découvrir le marché français. On n'était pas sur des entreprises suffisamment matures pour réellement s'installer en France encore. Mais j'en avais accompagné, oui, une bonne quinzaine à découvrir le marché français. Et après, des startups coréennes connues qui se sont installées en France, encore pas vraiment encore. Connues ou pas connues? Après, Parce que de toute façon, a priori, la plupart des startups coréennes ne sont pas connues en France, hein. oui, non, mais je veux dire, peuvent tout à fait être connues par certains des auditeurs. Enfin, voilà, Coupang Ouais, n'est pas en France, voilà. Mais ce qui est une des très grosses caractéristiques des startups coréennes, c'est qu'en fait, c'est des startups très locales. C'est des startups qui sont faites pour la Corée et pour le marché coréen. Et il y en a quelques-unes qui sont en train de se développer à l'international, notamment Coupang qui a fait son IPO il n'y a pas très longtemps, ou alors Pedal et Minju qui s'est fait racheter par des Allemands et qui est en train d'essayer de se développer en Asie du Sud. Mais effectivement, pour les startups coréennes, déjà sortir de la Corée, c'est pas si simple que ça. Et généralement, en fait, ils vont aller soit directement en Asie du Sud, soit aux États-Unis, mais l'Europe est pas encore dans les priorités de la plupart des startups coréennes. oui, effectivement, puisque même Coupang, là, qui vient de faire une IPO, je suis même pas sûr que les États-Unis le connaissent, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, personne ne connaît Coupang, qui est pourtant une grosse, grosse réussite coréenne, Exactement. et qui ne s'est pas non plus implanté ni en Asie du Sud, ni en Asie du Sud-Est. Et non, ils ont vraiment tout fait en Corée. Et comment tu l'expliques ça? Parce que moi, ça m'interpelle. Même chose pour Kakao Talk, contrairement à Line, par exemple, qui est aussi un produit coréen, même si avec une histoire un peu plus japonaise. Kakao Talk est jamais sorti de Corée, alors que Line est un petit peu partout, on va dire, en Asie du Sud-Est. Est-ce que Mais tu as Line une n'a idée? jamais tenté. Line a commencé au Japon. Line n'a pas essayé vraiment de se développer en Corée, parce qu'il y avait déjà Kakao Talk en fait. Euh, Line, oui, effectivement, c'est Naver, mais c'est la branche japonaise, on va dire, de Naver. Et Line marche très très bien au Japon et dans d'autres pays d'Asie, mais n'a pas du tout pénétré la Corée du Sud. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un boulevard. Si Line est arrivé à Taïwan, à Thaïlande notamment, un petit peu l'Indonésie, Kakao Talk aurait pu faire la même chose. Et oui, je n'ai pas forcément la réponse à ce sujet, je l'avoue, mais Oui, oui, non, oui, c'est plus une interrogation et donc un partage de. c'est c'est une des très grosses caractéristiques en fait de l'écosystème des startups ici. C'est que c'est des solutions qui sont très locales pour un marché local. C'est des solutions coréennes pour les Coréens et qui se développent assez rarement à l'étranger. Voilà. Et c'est justement ce que moi j'essaie de comprendre et donc de faire partager aux gens qui nous écoutent si ça les intéresse. C'est que moi qui connais très bien justement l'écosystème d'Asie du Sud-Est, hein, j'ai vu rarement des startups coréennes venir en Asie du Sud-Est et quand elles se sont venues, souvent elles se sont plantées. Je pense notamment à Eleven Street, qui n'est pas arrivé à percer. Mm. Et je ne pourrais pas en fait en nommer qui soit parvenu. Alors que c'est un terrain de jeu pour des startups européennes, des startups américaines et surtout des startups chinoises et japonaises. Donc on a vraiment un écosystème qui est assez particulier dans le sens où, comme tu dis, il est centré sur le marché local.
Et d'où la question de se dire, est-ce que quelqu'un qui n'est pas sur le marché local va arriver finalement assez facilement à pénétrer un système où seuls ceux qui sont sur le marché local réussissent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner ces velléités extérieures pour réussir sur le marché coréen? Non, pas forcément. Je pense que surtout, c'est qu'il va y avoir des domaines qui sont beaucoup plus compliqués à percer que d'autres. Tous les domaines sur lesquels on a des géants coréens qui font très bien et qui savent le faire à la coréenne et savent répondre à la demande des Coréens, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, si on joue sur des industries ou des marchés qui sont euh, où il y a un peu moins de monde et où le fait d'être une solution étrangère peut avoir de l'attrait, c'est tout à fait possible. D'accord. Dans beaucoup de marchés qui vont être ce qu'on appelle B2C, c'est-à-dire pour toi et moi, voilà, pour l'individuel, beaucoup des solutions sont coréennes. Par contre, quand on va rentrer dans des domaines un peu plus industriels, un peu plus techniques, médicaux, là, on va retrouver beaucoup de choses qui peuvent venir d'en dehors de la Corée. Non pas qu'il n'y ait pas des solutions coréennes, bien sûr, mais on va en retrouver un peu plus. C'est juste que c'est beaucoup moins visible pour le commun des mortels comme toi et moi. D'accord. La Corée, donc terre d'opportunité ou pays à éviter, toi, je pense que tu auras une réponse qui va plus nous orienter dans un sens, évidemment, mais je te pose quand même la question. Et pourquoi? Forcément, terre d'opportunité. Hein. Ah oui, Euh, et pourquoi alors, c'est pas si simple de rentrer ici, bien entendu, mais quand en fait on regarde par rapport aux autres pays d'Asie, si on veut se développer en Asie, on va se retrouver avec la Chine. La Chine, c'est pas simple, c'est assez risqué. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de rentrer et qui s'y plantent. Le Japon. Le Japon, c'est aussi un marché qui est très fermé et vraiment très, très spécifique. Et après, on a tous les pays émergents d'Asie du Sud. Bon, je compte pas on a Singapour, on a Taïwan, ce genre de choses qui sont Singapour, très Taïwan, intéressantes. Hong Kong, quand même, enfin, même si Hong Kong a des problèmes un peu aujourd'hui de Hong stabilité. Kong, oui. Après, Hong Kong, je le mettais dans la Chine, mais euh, Soit, déjà. soit, oui, 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 bien sûr. Forcément, après, monter une structure en Asie, c'est vrai que Hong Kong ou Singapour ont de l'attrait. C'est certain. Et après, Singapour, en soi, c'est pas un marché en soi. On y vient pour faire ailleurs. On n'y vient pas pour faire quelque chose sur le marché. Et on se retrouve, en fait, nous, on se retrouve en Corée avec un pays qui est, somme toute, pas si différent de la France sur beaucoup de façons. Moi, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs français qui nous ont dit, en fait, je me faisais tout un pataquès d'arriver en Asie et me faire complètement dépayser. C'est le cas de beaucoup de pays, mais en Corée, on a quand même une ressemblance en termes de culture et en termes de façon de faire qui est pas si éloignée. On a une taille du marché qui n'est pas si éloignée de la France, donc une taille de population notamment. Et on a énormément d'opportunités en termes d'innovation et de partenariat, avec notamment en termes de technologie, beaucoup de partenariats techniques, de partenariats de recherche et développement qui se font entre la France et la Corée. Et on a un système disons, juridique, légal, qui est assez proche de la France, en termes de protection des données notamment, etc., etc. Donc on peut se sentir un peu moins dépaysé en arrivant ici. On va se retrouver dans un écosystème de tech, d'innovation, d'entrepreneuriat, légal, etc., qui est quand même assez proche de ce qu'on peut trouver en France. Donc on peut être un peu moins perdu, ou se sentir un peu moins en risque. Et l'autre, c'est que les consommateurs coréens sont très, très, très demandeurs. Et en fait, l'idée, c'est que nous, comment on essaye de vendre la Corée, on va dire ça comme ça, c'est que si on perce en Corée, si on arrive à bien faire en Corée, on l'a fait sur des consommateurs qui sont très demandeurs et ça va être plus simple ailleurs.
Voilà, si on Et on réussit a en Corée, on réussira en aussi, Asie. C'est ce que tu vends. voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaye de le vendre. Mais après, voilà, ça va beaucoup dépendre de ce sur quoi chacun travaille. Un autre des aspects, notamment si on est sur des industries plutôt B2C, c'est que la Corée de plus en plus a une image de ce qu'on appelle trendsetter en anglais, où en fait ce qui marche en Corée et ce qui marche bien en Corée a une très bonne image, notamment dans des pays d'Asie du Sud. Donc ça peut D'accord, être un oui, très bon on point. profite de l'effet positif de la Corée, qui a une très bonne image en Asie du Sud-Est notamment, et en Asie du Sud. Donc c'est ça que tu veux dire, on profite de l'image positive de la Corée et des produits coréens vers une audience asiatique, c'est ça? C'est ça. D'accord, intéressant. Donc un marché qui rattrape, si je résume un peu tes propos, un marché qui, sur le plan des startups notamment et d'écosystèmes, qui rattrape un petit peu un retard qu'il aurait eu du fait de ne pas s'être ouvert aussi rapidement que d'autres pays, mais qui présente des avantages technologiques, des avantages en termes de taille de marché et en termes d'infrastructure et d'environnement légal. Exactement. D'accord. Donc, la French Tech, vous, au milieu, vous animez un petit peu ce réseau et êtes le lien entre les locaux et les Français, j'ai envie de dire, ou les internationaux. Oui, on peut dire ça comme ça. Disons qu'on essaye d'animer la communauté locale, que ce soit la communauté française locale ou internationale, et essayer de montrer aussi qui on est, de mettre en avant tout ce qui se fait bien par des Français et en France aux Coréens. Et bien sûr, dès qu'on a une start-up ou quelqu'un d'autre qui est intéressé par ce qui se passe en Corée, on essaye de l'inclure, de lui présenter, de lui donner des conseils, de le mettre en contact avec d'autres personnes qui pourraient le supporter ici localement. D'accord. Donc, il y a beaucoup de Coréens qui participent aussi aux événements, ou qui s'inscrivent, ou qui suivent un petit peu ce qui se fait. Oui, oui, oui. Globalement, notre communauté, on est à peu près, je vais dire 50% de Français, 40% de Coréens, et enfin 40-45, et puis le reste d'autres nationalités. En termes de VC, je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu peux répondre, mais c'est une question que je me posais en regardant un peu l'écosystème. Est-ce qu'on va retrouver donc des VC du venture capital, des investisseurs étrangers, par exemple ceux qu'on pourrait retrouver ailleurs, par exemple Sequoia des États-Unis, etc. Ou est-ce que c'est plutôt des VC et des investisseurs locaux ici qu'il faut cibler? Alors, si ta question c'est est-ce qu'il y a des VC étrangers en Corée, la réponse est oui, Mhm. et de plus en plus. Mais après, oui, effectivement, c'est comme dans tous les pays, il y a une grosse majorité de gros fonds locaux qui sont en place. D'accord. Donc, une majorité de fonds locaux. Et pareil tu parlais des incubateurs ou des programmes de gouvernement. Ce sont des programmes locaux? Pour la plupart, oui. Après, on a de plus en plus d'accélérateurs, de fonds d'investissement étrangers qui viennent se développer en Corée. Il y a Plug and Play ici, par exemple, dans les connus, Techstar qui a ouvert l'année dernière, par exemple, et d'autres qui, de plus en plus, qui s'intéressent à ce qui se passe ici et qui cherchent à se développer. D'accord. Est-ce qu'il faut parler coréen pour lancer une start-up en Corée? C'est toujours mieux. Enfin, dans tous les cas, c'est toujours mieux de parler la langue locale, Oui, ou en tout cas d'avoir un partenaire ou un cofondateur qui puisse parler coréen, ça c'est sûr. oui, C'est oui, oui, toujours tout plus à simple. fait. Oui, effectivement, c'est toujours mieux. Pour revenir à l'Asie du Sud-Est, encore une fois, que je connais bien, c'est malheureusement pas toujours possible de parler l'indonésien, le thaï ou le vietnamien quand on va s'installer dans ces pays-là. Et en général, on arrive à s'en sortir avec l'anglais. Il y a des pays où c'est moins vrai. La France, par exemple, il vaut mieux parler français. Donc, c'est vrai que ça dépend un petit peu aussi des écosystèmes. L'idée, c'est qu'on peut s'en sortir avec l'anglais, mais on sera toujours plus limité. Et il y a un moment donné où si on veut vraiment bien faire les choses, c'est toujours mieux d'avoir, pas forcément soi-même, mais en tout cas avoir un partenaire ou quelqu'un de confiance qui parle coréen et qui va pouvoir aider. D'accord.
Et si on veut des informations justement sur la création de start-up, la création d'entreprise, est-ce qu'il y a des portails ou des informations en anglais sur ces sujets-là? Oui, il y en a pas mal. Après, bon, si on est français, c'est toujours plus simple de se rapprocher de la FKCCI, de la Chambre de commerce locale ou du Business France, qui eux, déjà sont experts dans ces sujets-là et auront toute la documentation et tous les conseils en français. Et toi-même, tu parles coréen? Je parlote coréen. J'ai un niveau intermédiaire. Disons que mon niveau de coréen est suffisant dans la vie de tous les jours et pour parler à des amis, pas encore en milieu professionnel. Mais je vais y aller. Tu y travailles, d'accord. J'y travaille. Justement, si on termine par des questions un peu plus personnelles, mais qui peuvent toujours s'adresser au monde du travail, évidemment. Quel est le truc que tu aimes bien en Corée qui te manquerait si tu devais partir? Au-delà de la technologie, on va dire. Ça, j'ai déjà essayé de le faire avant dans tous les... je dirais la facilité de vie, je dirais. Enfin, une fois qu'on est implanté et qu'on sait comment les choses marchent, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, moi, je trouve la vie de tous les jours beaucoup plus agréable ici à Séoul qu'à Paris, par exemple. Oui. C'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Déjà, il n'y a pas de C'est plus dimanche. simple, c'est plus rapide. Voilà. Il n'y a pas de dimanche. Je vais aller manger. Je n'ai pas besoin de compter tous mes sous parce que ça va me coûter 5 €. Je vais acheter quelque chose en ligne. Ça m'arrive le lendemain. Je n'ai pas à me poser de questions. Je peux le renvoyer si je veux. Voilà, des choses comme ça, tout bêtement. Qui, je pense, si je revenais en France, j'ai des réflexes que j'ai pris ici qui seraient un peu compliqués d'oublier. Et à Voilà, l'inverse, alors, vas-y, pardon. non, vas-y. Je disais à l'inverse, le truc qu'il faudrait changer ou qui te donne envie de quitter le pays rapidement, ou qui te plaît pas simplement. J'ai la chance de ne pas avoir de choses qui ne me plaisent pas. Alors après, oui, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais pour le simple fait que je sois étrangère en Corée qui parle moyennement coréen, mais bon, enfin, voilà, ce serait le cas dans n'importe quel autre pays, ça n'a rien à voir avec la Corée en tant que telle. Voilà. Je n'ai pas vraiment de choses que je ne supporte pas ici. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour ton parcours. Avant de terminer, est-ce que tu as une annonce peut-être liée justement à la French Tech et à ses activités ou pas? Quelque chose que tu souhaiterais partager? La French Tech, nous, on a des événements tous les mois. Donc, n'hésitez pas à suivre. En plus, l'avantage, c'est que maintenant, ils sont tous en ligne. Donc, n'importe qui peut venir et s'inscrire et découvrir ce qu'on fait ici. Donc, on en aura un à la fin du mois et le mois d'après, etc. Sinon, en mai, nous aurons le Tech for Good Summit, qui sera la deuxième édition d'un très gros événement qu'on fait avec la chambre de commerce franco-coréenne, sur lequel on invite des Coréens, des Français, mais aussi d'autres, à parler, discuter, montrer ce qui se fait dans les domaines de l'innovation pour tous, on va dire ça, l'innovation pour un monde meilleur. Ouais. Voilà, donc on va avoir des sujets sur l'éducation, des sujets sur les inégalités, des sujets sur la santé, mais aussi des sujets sur l'environnement, voilà, les mobilités vertes, ce genre de choses. Donc ça va se passer sur 3 jours en mai, avec beaucoup de conférences, des pitchs de start-up et de solutions, du networking. C'est en ligne aussi alors, c'est ça? Ce sera également en ligne, effectivement. Et il faut s'inscrire, il faut acheter un billet, comment ça se passe? Alors, on va mettre toutes les informations d'ici peu, j'espère, sur notre site internet, sur nos réseaux LinkedIn, etc. Donc, ce sera accessible dans les prochaines semaines, je pense. Très bien. Eh bien, Voilà. écoute, merci Isabelle pour toutes ces informations. Et puis donc, à bientôt à la French Tech alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu,
Je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!